Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Flavie. Bonsoir Noah, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, très bien, très bien. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Je crois que nous avons Comme nos spectateurs pourront pu le voir dans le sommaire, il sera question de l'actualité ou des actualités plutôt aux États-Unis, de la fameuse attaque des forces ukrainiennes contre l'aviation russe et ses bases, du moins certaines de ses bases. Un petit projet de l'Union européenne qui semble sortir tout droit des fagots comme ils ont le secret. On traitera de quelques sujets de politique européenne, surtout des élections. polonaise. C'est ça, entre autres, mais les élections, plus précisément les résultats de l'élection présidentielle polonaise, des élections législatives portugaises et de la fin de la coalition gouvernementale aux Pays-Bas de par le retrait de Geert Wilders. Ouais. Puis on attaquera le gros sujet de la soirée probablement, les événements qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions ce week-end. Bon, et après, peut-être quelques petites brèves rapidement évoquées. C'est ça. Voilà, on ne va pas s'éterniser non plus sur tous les sujets parce qu'il y en a un peu trop. Et en fait, l'actualité est assez confuse. Il y a pas mal de sujets en réalité en profondeur. Pour l'instant, c'est assez difficile à... Il ne se passe pas vraiment grand-chose. Hein. Il y a beaucoup il se passe des choses, mais en même temps, comment dire? Bon, par exemple, aux États-Unis, le sujet qu'on va aborder en premier lieu, je dirais, c'est surtout sur ce sujet-là. L'actualité est très confuse. On peut parler dès maintenant de la crise de nerfs de Elon Musk. C'est vrai qu'après avoir soutenu de toute son âme le président Trump, là, c'est un revirement à 180 degrés. Donc tout ça, les tarifs douaniers, tout ça, en fait, pour l'instant, ça fonctionne. Toutes les grandes promesses ne fonctionnent quand même pas très bien. Concentrons-nous et explicitons quand même les sujets. Oui, bien sûr, je vais pas. De même, la promesse aussi de terminer la guerre en Ukraine en 24 heures, on sera très très loin du compte. Mais pour revenir sur cette cacophonie Musk déjà, qui donc se déclare le projet de budget totalement disgusting, même il a dit. Il a parlé d'une abomination répugnante à Oui, propos du projet de budget. Disgusting. Donc c'est quand même des mots extrêmement forts. On n'est pas dans enfin voilà, je trouve que c'est assez choquant. En même temps, les promesses de Trump ne sont-elles pas tenues? C'est vrai que le budget n'a pas l'air d'être très très resserré. Non, il semblerait que les dépenses, notamment, aient réaugmenté, et surtout dans le domaine militaire, et que les économies réalisées par le Doge, à hauteur d'environ 160 à 170 milliards de dollars, sont très loin. Alors, sachant que le Doge... Ils avaient annoncé le trilliard, donc évidemment... Oui, le Doge est censé durer 2 ans, hein, jusqu'à la moitié du mandat. Là, on est à 6 mois. Donc, ils ont déjà fait du travail, mais il y aurait encore des choses à faire. Mais ça n'empêche que Elon Musk a tout de même annoncé qu'il allait partir de manière prématurée du Doge, enfin de la présidence du Doge du moins, entre autres à cause de désaccords, notamment avec des ministres de Donald Trump. Il s'est disputé avec beaucoup de monde, hein, et c'est visiblement... Bon, c'est pas quelqu'un qui notamment avec le ministre du Commerce, je crois, qui au moment de la politique des tarifs, dont il avait qualifié la politique douanière de complètement débile ou je ne sais plus quoi. Bref, il a eu des mots assez durs quand même vis-à-vis de la politique et de l'homme à l'origine de celle-ci.
C'est pas un politique, hein, Elon Musk. Il a l'habitude de gérer tout seul, enfin, d'être le chef, en fait, absolu. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a ni patience, sans doute, ni peut-être capacité de voir que la politique, c'est aussi des avancées, des reculs et une vision à plus long terme. Voilà, je dis ça. Il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il avait un certain idéalisme politique qui lui a inspiré Donald Trump et qu'il a été assez douché par les réalités, on va dire, du monde politique. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Aussi, quand même, il faut se rappeler qu'Elon Musk, c'est une personnalité qui aime bien la communication, la polémique, tout ça. Et dans un gouvernement comme ça, alors Donald Trump est une figure qui peut provoquer aussi pas mal de controverses. Mais Musk est pour beaucoup de gens quand même, surtout chez nous en Europe, devenu une espèce d'incarnation du diable depuis qu'il a racheté Twitter, qui est devenu X entre-temps, de par la liberté d'expression qu'il a permis sur le réseau. Oui, c'est-à-dire que bon, le problème, c'est que là, c'est bien qu'il s'exprime, mais on ne comprend pas très bien concrètement ce qu'il critique. Alors que ça n'aille pas assez vite, c'est une chose. Mais par exemple, il y a aussi, dans le budget, il y a a priori une coupe sur le Medicaid, ce qui est l'aide de santé pour les plus pauvres. Donc ça, par exemple, c'est pas forcément une très bonne idée de couper là et pas ailleurs, peut-être sur... bon, voilà, mais lui n'est pas assez précis sur les critiques qu'il émet vis-à-vis de ce budget. Moi, je n'ai pas vu une analyse très détaillée. De façon générale, il n'y a pas assez d'économies, mais même s'il n'en donne pas des tarifs douaniers, on parle déjà d'échec, alors que, enfin, je veux dire, on est au tout début. Évidemment, pour l'instant, ça crée du remous, mais il y a le bras de fer qui est la toujours relocalisation, par exemple, hein. c'est quelque chose de projet à long terme. Donc, c'est pas quelque chose. Le bras de fer douanier avec la Chine est toujours en cours par ailleurs. Hein. Les droits de douane n'ont pas été levés. Et c'est possible, en fait, j'allais dire Donald Trump, mais non, Elon Musk reproche au budget, se vraisemblant ça d'ailleurs, que celui-ci est encore trop gros. Donald Trump a parlé d'un beau gros budget. Bon, j'ignore c'était quoi en anglais, c'était peut-être Big and Beautiful Budget, je sais pas quoi. Big and Pretty plutôt. Et ce qui ressort, c'est que Elon Musk critique beaucoup de dépenses inutiles dans le budget. Effectivement, il les nomme pas, mais ce qui le gêne très, très probablement, c'est que ce budget est à nouveau trop important. À nouveau trop important par rapport aux recettes, et qu'il va à nouveau continuer de creuser la dette, plutôt que de permettre un retour à l'équilibre. Notamment, on a un investissement supplémentaire dans les dépenses militaires. Ça se comprend dans la logique de containment ou de confrontation avec la République populaire de Chine voulue par Donald Trump, mais ça va à l'encontre de ses promesses de réduction budgétaire, et notamment qui avait beaucoup enthousiasmé Elon Musk et de manière générale les partisans libertariens, tout ça. Ça, c'est étonnant de la part de Trump. Je pense que c'était aussi sa volonté. Alors peut-être qu'il se heurte à des difficultés qu'on ne connaît pas, des oppositions il a quand même eu du mal à faire passer son budget parce qu'il a dû convaincre, il a dû forcer auprès de certains représentants républicains et notamment de sénateurs, mais finalement, ceux-ci ont voté le budget. Il y a quand même eu des voix qui se sont élevées contre celui-ci. Mais en pensant que le budget était pas assez resserré. Qui n'était pas bon, oui, très probablement parce qu'il n'était pas resserré. Les promesses de Trump, c'est tout de même un retour à l'équilibre budgétaire. Et alors, c'est vrai que, je rappelle que l'endettement constant des États-Unis se repose aussi beaucoup sur la politique du dollar, qui permet justement un endettement des États-Unis. Si les États-Unis poursuivent sur leur voie de grosses dépenses et d'endettement, alors qu'ils n'ont plus le dollar, du moins plus le dollar aussi influent qu'avant, pour renflouer les caisses, ça risque d'être peut-être compliqué sur le moyen et le long terme. Ouais. Donc, à voir pour ça.
Bon, après, il y a les méthodes aussi qui sont critiquées. Ben Shapiro, qui est un journaliste très connu aux États-Unis, qui a voté pour lui et qui dit qu'il est déçu parce qu'il trouve que les méthodes sont dictatoriales et que finalement, on ne peut pas utiliser des méthodes qu'on critique chez les autres et les accepter dans son parti. Et, par exemple, sur la loi sur les tarifs douaniers, il trouve que Trump aurait dû aller au Congrès, que ça peut poser des risques pour la Constitution et la démocratie si ces méthodes se normalisent sur les tarifs. Alors, moi, je ne connais pas très bien les processus politiques sur des décisions prises comme ça aussi rapidement. Il a été bloqué par les juges à un moment, finalement débloqué. Bon. Après, il a aussi été élu pour que les choses se fassent vite et fort. Bon. Oui, mais bon, les choses peuvent se faire vite et fort dans le respect des structures politiques. A priori, s'il peut, si c'est pas la Cour suprême états-unienne qui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait, a priori, c'est qu'il a le droit. Hein. C'est des juges qui ont fait suspendre ses décisions. Il a fait appel de cette décision, enfin vis-à-vis des tarifs douaniers. Il a fait appel et la Cour d'appel a accédé à sa demande, faisant que la restriction sur les tarifs a été levée jusqu'à ce que l'enquête et tout ça, tout le processus se fasse. Donc, si la Cour suprême finit par ne rien dire, si elle est convoquée, bien sûr, ça voudrait dire qu'il aurait respecté la Constitution. Il fait peut-être un usage autoritaire de ses pouvoirs, ce qui est tout à fait possible. Mais oui, évidemment, il a des méthodes qui... Bon. Et en même temps, on est à un moment où il faut... on a tellement entraîné sur... je pense qu'il y a une telle attente du public d'action que, évidemment... c'est l'une des grandes faiblesses, on va dire, de la démocratie et de l'état de droit, que les États-Unis demeurent, malgré ce qu'on pourrait dire. C'est que l'efficacité, la rapidité et aussi la vision à moyen et long terme, c'est pas forcément leur fort. En comparaison avec des régimes plus autoritaires, voire dictatoriaux, qu'on connaît bien. Et il y a des moments dans l'histoire où il y a, en fait, oui, il y a comme une demande de quelque chose de plus agressif et de moins démocratique. C'est pas forcément incompatible. C'est pas forcément quelque chose de moins démocratique qui est. Non, puisqu'il a été élu pour ça. Donc, quelque chose de plus efficace. Trump, il n'a pas proposé l'instauration de la dictature au nom de l'efficacité. Ouais. Il aurait pu, aux États-Unis, il y a moyen que ça aurait marché, enfin, ça aurait plu à certains, mais il n'aurait probablement pas été élu cependant. Ouais. Bon, c'est pour ça, on peut tergiverser. Bon, c'est bon. De toute façon, il y aura. On peut toujours critiquer dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas. Alors après, c'est vrai que c'est la tendance autoritaire, on peut la voir chez les démocrates. Ça fait un bout de temps que ça se constate. Mais de l'autre côté, en fait, c'est une tendance qui aujourd'hui peut poindre de tous les côtés, en effet. Et ça peut, et en fait, ça peut à tout moment basculer, mais bon. Voilà. L'autoritarisme n'est pas l'apanage de la droite ou de la gauche en démocratie. Exactement. Et même de manière générale. Oui, de manière générale. Bon, alors on passe à l'attaque russe, à la guerre en Ukraine. Effectivement. Pour ceux qui suivent le développement du conflit, de la guerre russo-ukrainienne ou de l'opération militaire spéciale, n'ont probablement pas manqué justement cette opération Toile d'araignée, lancée par les forces ukrainiennes en utilisant des drones kamikazes qui ont frappé diverses bases aériennes russes. Ce surtout 1er celle juin. d'Irkoutsk, surtout les avions, les bombardiers. Ce sont des avions bombardiers stratégiques, mais qu'est-ce que l'on appelle bombardiers stratégiques? Bombardiers stratégiques, des bombardiers à long rayon d'action et à grosse capacité d'emport. Et je vais expliciter un peu ça. Les appareils qui ont été entre autres frappés, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en aviation, ça va pas trop leur parler, sont surtout des Tu-95, donc des BIR, qui sont des avions qui datent du début de la guerre froide et qui sont des avions à capacité d'emport nucléaire.
pour donner une idée, c'est un Tu-95 Sbir qui a largué la bombe, la Tsar Bomba, la plus grosse, la plus puissante bombe nucléaire jamais utilisée, enfin, jamais testée. Donc ce sont de très vieux appareils, un peu comme les B-52 du côté états-unien, qui ont un long rayon d'action, grosse autonomie et une très grosse capacité d'emport, et qui sont vraiment la colonne vertébrale en termes de fiabilité des forces de dissuasion nucléaire russes. Et on a aussi des Tu-22 modèle M3, bon c'est des modèles récents, donc qui sont surnommés eux les backfire, donc littéralement retour de flamme, et qui sont l'équivalent, pour ceux qui connaissent mieux le matériel états-unien, des B1, des B1B Lancer, qui sont en gros des bombardiers supersoniques avec une très grosse capacité d'emport de plusieurs dizaines de tonnes de bombes. Quelle précision, Noah, je suis impressionné. L'aviation, c'est sympathique. Donc ce sont surtout des appareils avec des capacités d'emport importantes, notamment des appareils qui servent à lâcher des bombes planantes, qui sont balancées sur l'Ukraine depuis un bon moment déjà. Et les services ukrainiens ont revendiqué jusqu'à présent 41 appareils détruits. Oui, alors on dit que c'est moins, alors ça, selon les sources. Oui, ce sont les déclarations ukrainiennes. On va, pour l'instant, ce sont les seuls qu'on a. Alors on parle de Pearl Harbor de l'aviation nucléaire russe. Alors sur l'aviation nucléaire spécifiquement, peut-être c'est assez important, je ne sais pas, c'est 40 avions sur combien? Après, c'est pas un Pearl Harbor généralisé. Pearl Harbor avait détruit la flotte. C'était pas... Pearl Harbor, on va pas faire une digression sur Pearl Harbor ou quoi que ce soit. Oui, c'est parce que c'est le mot qu'ils utilisent, mais oui, c'est la comparaison. La flotte américaine à Pearl Harbor a été complètement... C'est la comparaison qui est faite. La comparaison peut être quand même pertinente parce que, toujours d'après les renseignements ukrainiens, on serait sur 34% des bombardiers stratégiques qui auraient été détruits ou endommagés. Ce qui est quand même énorme. Que ce soit vraiment, même si on est sur du 20%, c'est beaucoup. C'est des dégâts qui ont été causés par des drones. Drones qui ont été apportés en territoire russe à travers des camions. Est-ce que ce sont seulement des drones? Parce qu'il faut préciser que c'est à Irkoutsk, donc c'est loin de la frontière, enfin c'est loin des terrains. Oui, Irkoutsk, c'est en Sibérie. Hein, c'est vraiment bien plus loin qu'à l'est. Moi, j'avais entendu parler de kamikaze, enfin de presque kamikaze, puisque c'est une opération dont on revient difficilement. Donc, oui, Flavie. Oui, Flavie, il est question de drone kamikaze. Pas de kamikaze humain, de drone kamikaze. J'avais compris qu'il y avait des personnes qui avaient... Alors, non, il est question uniquement de drone. Il est question uniquement de drone kamikaze. Il y avait peut-être des membres qui pilotaient justement les drones qui étaient, et j'allais y venir, dans les camions qui ont infiltré le territoire russe. Donc en gros, les drones ont été transportés via camions qui ont réussi à passer, à pénétrer la frontière et tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont décollé d'où ces drones? De Russie quand même? Oui, de l'intérieur du territoire russe, à proximité des bases, via ces camions dissimulés. Enfin, ces camions banalisés, on devrait plutôt dire. Et ils sont allés frapper justement les appareils sur des bases. Alors sur des bases qui sont justement réputées comme étant on va dire potentiel nucléaire, c'est-à-dire qui abritent des appareils faisant partie des forces de dissuasion nucléaire russes, parce que la Russie respecte encore certains accords en fait vis-à-vis de la visibilité de son potentiel nucléaire. En gros, c'est un accord qu'elle a signé en, je crois, 2016, qui statue, avec les États-Unis, que les forces de chaque pays doivent, dans leur potentiel nucléaire, avoir les appareils ayant la capacité de transporter des armes nucléaires, déployés sur des bases renseignées et connues, et que ceci soit visible. Donc il est possible que justement les Ukrainiens aient pris avantage de ça pour aller frapper ces appareils qui représentaient fatalement une grosse concentration. Alors, aussi, ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est que l'impact n'est pas si considérable que ça, c'est-à-dire que c'est un impact qui n'est d'abord pas
tant militaire que ça, puisque la plupart des combats se font au drone et à l'artillerie. Donc, pour l'instant, les avions militaires, ces avions bombardiers stratégiques, comment on dit, à puissance nucléaire. Oui, à potentiel nucléaire, capacité d'emport potentiel nucléaire. Voilà. Donc, ce serait moins un impact militaire qu'un impact psychologique de démonstration de force, surtout à la veille des négociations qui étaient censées se tenir à Istanbul. Les négociations qui ont duré 1h15. Oui, donc il est clair, et surtout avec un événement pareil la veille, que l'Ukraine ne souhaite pas vraiment négocier et qu'a priori les Russes non plus. Effectivement, en fait, on est avec ça, on a à nouveau avec ça, on a à nouveau de l'huile sur le feu qui est mise et la perspective d'un achèvement de ce maudit conflit qui s'éloigne toujours un peu plus. On dit toujours la même chose à chaque fois et c'est terrible. Ouais. Mais effectivement, on est plus sur un impact symbolique. Bon, en termes de pertes, on a des pertes qui sont estimées à environ 7 milliards de dollars. C'est pas énorme, a priori, mais c'est surtout en termes de message. Ça révèle quand même des grandes failles dans les dispositifs de sécurité et de défense des bases russes, que autant d'appareils aient pu être, même s'ils ne sont pas forcément détruits, qu'ils aient pu être atteints ou endommagés par des drones. C'est une humiliation, certainement. Oui, très clairement, c'est révélateur. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que la Russie est nue en termes de défense, mais on pourrait le penser avec ça. Et est-ce que dans ces cas-là, on prévoit une surenchère, c'est-à-dire des répliques à la hauteur? C'est une possibilité. Ce genre de choses pourrait rentrer dans le cadre de la nouvelle doctrine de défense nucléaire détaillée par Vladimir Poutine en 2024, qui statuait que si jamais le potentiel militaire, potentiel nucléaire du pays était attaqué, eh bien, celui-ci pourrait être utilisé. À peu près. Bon, il reste quand même assez invraisemblable que ça ne dégénère sur un usage nucléaire. Du moins, c'est ce qu'il faut souhaiter. Mais Poutine a parlé de réponse, évidemment, et de représailles, mais il n'a pas évoqué de nucléaire. On a aussi eu un appel entre... entendu éventuellement tout ce qui est logistique et Oui, mais comme d'habitude, ça, rien de nouveau. On a aussi eu un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dans lequel Donald Trump a, comme il l'avait déjà déclaré, réaffirmé à Vladimir Poutine qu'il n'avait pas été mis au courant de l'opération, ce qui semble être le cas a priori. C'était une opération planifiée bien en secret par les services ukrainiens. Dans les faits, ils l'ont quand même bien réussi. Les Ukrainiens réussissent bien tout de même leurs opérations, du moins certaines de leurs opérations discrètes. On se souvient de la contre-attaque, de la contre-offensive mécanisée qui avait réussi à reprendre Kharkiv. La suite, l'offensive de printemps qui n'avait pas été aussi fructueuse. Les Russes aussi font des opérations plus ou moins secrètes qui marchent bien, mais c'est les Ukrainiens qui font quand même le plus de bruit en termes d'impact. Et là, pour le coup, aller frapper les Russes sur leur base même, en plein cœur de leur territoire, en termes de communication, ça donne le ton. Ouais. En effet. Est-ce que sur le sujet de la guerre, tu as des choses à ajouter? Je crois que je ne veux pas non plus trop disperser. Il y aurait des petites choses à dire, mais je ne veux pas trop disperser le sujet. Non, c'est à peu près l'essentiel sur le sujet. Rapidement, alors sur le troisième sujet, on voulait juste évoquer rapidement une vidéo qui est sortie du Parlement européen, au moment je crois que c'est là où j'avoue un manque de recherche qui a été fait là, c'est que je ne sais pas de quand date cette vidéo sur le pacte de Marrakech. Je ne sais pas si c'était en amont du pacte de Marrakech ou si c'est récent. J'ai eu du mal à trouver la date de cette vidéo. Mais le pacte de Marrakech, quand même, date de quelques années. De quelques années, semble, oui. Déjà. Non, mais on voulait évoquer rapidement cette personne qui s'exprimait au Parlement européen et qui disait que toute critique de l'immigration serait bientôt déclarée illégale. Moi, à la limite, j'avais juste envie de... devrait l'être dans le cadre du pacte de Marrakech. Ouais. Donc,
c'est vrai que ce qu'on peut constater, je mets ça aussi en parallèle avec une déclaration récente de Ursula von der Leyen qui dit que maintenant il ne faut plus débunker les mauvaises informations ou les fake news, mais les pre-bunker, c'est-à-dire en fait empêcher qu'elles sortent. Alors là, on est quand même dans un rapport à la liberté d'expression qui est de plus en plus... c'est-à-dire que je ne sais pas si ces gens s'entendent parler, mais on est quand même en Europe qui a toujours été en Occident, qui a toujours été à la pointe de la liberté d'expression. On est en train de renier un à un nos valeurs, parce que c'est quand même l'Europe n'arrête pas de parler de ses valeurs. Et là, on a des propos qui sont... je trouve qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a même un an ou deux. Donc, je voulais mettre ça en parallèle avec il y a un an ou deux, je ne suis pas sûr. En fait, il y a un an ou deux, je ne suis pas sûr. Quand est-ce qu'ont été tenus ces propos sur le pacte de Marrakech, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était passé un petit peu, si c'était en amont du pacte, c'était passé un petit peu inaperçu quand même. Et ce qu'on peut constater quand même, c'est que ça n'a pas vraiment eu lieu. Alors, ça a lieu, ça dépend où. En Angleterre, en effet, on peut le constater, après les émeutes, plus que les émeutes, les affrontements qu'il y a eu, c'est vrai que beaucoup d'Anglais ont fait de la prison juste pour des posts Facebook anti-immigration. Ça ne se passe pas encore vraiment en France, ou à la marge. Même si, aussi, on peut évoquer ce qui est arrivé à TV Liberté récemment, qui n'a plus de compte bancaire. Donc, ça se fait plutôt de cette façon-là, de façon un peu plus pernicieuse en France. Vu que tu l'as abordé, on va le faire maintenant, parce qu'effectivement, on a la chaîne de réinformation, on va dire ça, de médias alternatifs, TV Liberté ou TVL en abrégé, qui s'est vu fermer ses comptes bancaires sans préavis, sans justificatif fourni d'après eux, d'après les intéressés. On parle quand même d'une assez grosse chaîne YouTube, de 1 500 000 abonnés, et du principal média tout de même vraiment alternatif par rapport aux médias traditionnels de la télévision et ce genre de choses. C'est la grosse chaîne du domaine. Donc effectivement, si on n'a pas plus d'informations dessus, de justificatifs, de motifs ou quoi que ce soit, a priori, ça a l'air inquiétant. Oui, il y a des chaînes plus modestes et plus débutantes comme Toxin qui reçoivent aussi, qui ont quelques problèmes de diffusion, ou des problèmes techniques qui ont été quelques interventions, je ne sais pas exactement lesquelles, mais enfin, ils ont eu quelques soucis de ce genre aussi. Donc, oui, voilà, ça se fait quand même, mais pernicieusement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant, mis en prison des personnes pour des propos qui ne seraient pas conformes en France, pour le moment. Pour le moment. Sauf si on attaque le président de la République, mais oui, mais là, c'est une gifle. Sa personne est sacrée. Non, je parle verbal. Non, physique, c'est un peu normal de se faire sanctionner. Quelle était l'attaque verbale qu'il y a eu? Il y a eu des gens qui ont critiqué verbalement Emmanuel Macron et qui ont vu une descente de police chez eux, voire une petite peine. Je ne sais plus exactement les faits, mais je crois que c'était sur Facebook, quelqu'un qui avait mal parlé de Macron, qui a eu une petite surprise. Et Jovanovic, oui, Pierre Jovanovic. Non, c'est probablement pas lui, je pense, mais... Bon, enfin voilà, donc la critique en tout cas pour revenir à cette critique d'immigration bientôt illégale, c'est vrai que cette tentative, elle est quand même très totalitaire, puisque c'est le pacte de Marrakech est vraiment un projet d'immigration et qui n'a jamais été, sur lequel on n'a jamais demandé son avis à la population, puisque de toute façon depuis 2005 on ne le fait plus. C'est un accord entre dirigeants. A priori, ce sont leurs représentants. Pardon ? C'est un accord entre dirigeants, donc c'est a priori entre les représentants des populations. Oui. Mais bon, ça c'est aussi... c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a élu des gens pour qu'ils nous représentent, c'est vrai. Donc, après tout, on ne peut pas faire des référendums. Enfin, en tout cas, les référendums sur la question migratoire sont souvent évoqués et n'ont aucun risque
de voir le jour. Mais Emmanuel Macron en parle régulièrement, hein, oui, il en non, parle. il ne Mais il parle parle de beaucoup jamais. de choses. Il exclut toujours des référendums sur l'immigration. Oui, 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 ça c'est Par contre, il parle régulièrement de référendums sur divers sujets, référendums qui n'émergent évidemment jamais. sur la hauteur des marches d'escalier éventuellement, mais pas sur les sujets sérieux. Sujet d'importance nationale, s'il en est. Et comme sur le sujet migratoire, en fait, c'est vrai que la population n'a pas toujours très bien compris que quoi qu'elle vote, de toute façon, ils auraient cette immigration de masse qui quand même, en tout cas, qui est voulue par l'Union européenne, donc elle est imposée de cette façon-là. Et puis, il se trouve que de fait, ceux qui arrivent au pouvoir sont en général en accord avec ces décisions de l'Union européenne, ou parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, ou parce que ce sont des candidats pro-européistes, donc qui ne remettent pas en question les décisions. Macron, sur l'immigration, il tourne beaucoup en rond, mais de toute façon, au bout, il faut savoir le lire, au bout, il est pour. Après, de temps en temps, il va donner un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais ça, on parle, et les années passent. Recentrons-nous sur le sujet. Ne divergeons pas trop. On diverge pas, c'est ça dont on parlait. Non, mais en tout cas, sur le fait de ne pas pouvoir la critiquer, ça, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'on devrait pouvoir, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer sur le sujet. Dans le respect de la loi, et tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine ou quoi que ce soit. Mais justement, ce que j'avais entendu, c'est que cela pourrait relever justement une critique de l'immigration, pour être assimilé justement à du racisme et à de l'incitation à la haine, en fait. Ça pourrait rentrer dans ce cadre. Mais alors c'est très difficile en effet de faire la différence, mais le problème c'est que ça disqualifie. Ça, c'est qui fait que ça. Le problème c'est que ça disqualifierait. Le problème c'est que ça disqualifierait presque tous les partis de droite dure, et même des partis de droite standard, parce que même si les partis de droite standard, on va dire conservateurs, sont pas très énervés sur la question migratoire, ils en sont volontiers critiques, au moins pour l'immigration illégale, moins nécessairement sur la légale, mais ça aurait des conséquences très importantes, et tellement importantes que je pense pas que ça verra le jour. Du moins, je ne l'espère pas. Oui, non, mais je pense qu'ils savent que là, en ce moment, c'est pas le moment. La situation est trop tendue sur le sujet. S'il y a ceci dit, encore une fois, ils ont parvenu à le faire en Angleterre, donc. Et puis après, on parlera plus tard, mais il faudrait aussi avoir ce débat. Est-ce que critiquer l'immigration, c'est être raciste? Puisqu'en fait, souvent, les critiques de l'immigration n'ont rien à voir avec la race. Les personnes qui critiquent l'immigration ne se plaignent pas qu'il y ait trop de personnes d'une autre couleur sur leur territoire. Ils se plaignent plutôt de divergences de civilisation et de modes de vie qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à vivre ensemble, ce qui n'a rien à voir avec le racisme. Ça peut y être assimilé tout de même. Oui, mais de fait, on veut l'assimiler. Le glissement peut vite se faire volontairement ou non. Oui. Alors, on parle des élections en Pologne. Effectivement, donc on passe à la branche de politique européenne. Alors, un conservateur a été élu à la présidence, l'élection présidentielle, sachant qu'en Pologne, il y a le président et il y a un Premier ministre. Et les élections, ce sont deux élections différentes. Mais on va comparer ça avec, par exemple, l'élection française, ça n'a absolument rien à voir. En Pologne, c'est un peu spécial parce que on est sur un modèle où le président a plus de pouvoir qu'en Allemagne ou en Italie, qui sont des républiques parlementaires. Et toujours moins qu'en France. Mais moins qu'en France, effectivement. En Pologne, il dispose d'un pouvoir de veto. Je ne sais pas si c'est un veto suspensif un peu à valeur absolue, ou si c'est un veto de blocage, c'est-à-dire qu'il peut être outrepassé avec une certaine majorité. Mais toujours est-il que le président en Pologne a un pouvoir. Un véritable pouvoir, et c'est pas juste un figurant. Alors le pouvoir, c'est un pouvoir déjà il est chef des armées, chef d'état-major des armées, commandant en chef des forces polonaises en cas de guerre, et il nomme aussi les ambassadeurs. C'est déjà ce pouvoir-là. Quels seraient après les autres domaines dans lesquels il aurait un pouvoir supérieur à celui du Premier ministre? Je ne sais pas, si toi tu...
Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait d'initiative de loi ou quoi que ce soit. Évidemment, en tant que chef de l'État, c'est lui qui va aller demander, normalement, au candidat ou chef du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire de former un gouvernement, comme par chez nous, comme dans une république parlementaire standard. Voilà, mais il ne me semble pas qu'il ait tant de pouvoir en plus que ça. Mais avoir un pouvoir de veto, c'est déjà pas mal. Hein. En France, le président n'a pas de pouvoir de veto, typiquement. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu une défaite pour l'Europe, hein, puisqu'il est eurocritique, disons, il n'est pas anti-Europe, mais il est eurocritique. Donc, il s'appelle Karol Nawrocki. C'est un historien spécialiste du monde criminel. Il est né à Gdansk, hein, il était directeur du musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk. Danzig pour les Allemands. Danzig pour les Allemands, oui. Que je cite parce que je l'ai visité et que c'est un musée impressionnant. Un très, très beau musée. Immense. Il dirige l'Institut de la mémoire nationale, chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes. Alors, c'est pas un grand communiste, hein, visiblement. Donc, il est, résultat, accusé d'entretenir des liens avec les néo-nazis, évidemment. Bon. Voilà. Donc, c'est plutôt une victoire symbolique, hein, évidemment, puisque, bon, en termes d'effectivité, il y a quand même un équilibre qui va se faire avec Tusk, qui est très, très européiste pour le coup. Donc, je ne sais pas comment... Mais le président d'avant était aussi conservateur. Hein, donc est-ce que c'est ça, Andrzej Duda était déjà membre du PiS. Là, Karol Nawrocki n'est pas membre du PiS, je crois, mais il a été soutenu par celui-ci. C'est ça. Alors, il est surtout élu par le monde rural et l'Est du pays, alors que Tusk, évidemment, dispose de l'Ouest, enfin du vote de l'Ouest du pays, davantage, ça se comprend, et de toutes les grandes villes. Voilà. C'est toujours comme ça en général. En Pologne, on a toujours, ça c'est fascinant là-dessus, la démarcation en fait entre les anciennes frontières impériales de l'empire, enfin du Second Reich, enfin du Deuxième Reich allemand, donc qui a pris fin à la fin de la Première Guerre mondiale, et de l'Empire russe. C'est-à-dire que la partie allemande, anciennement allemande, a tendance à voter plus libéral, donc plus à gauche, on va dire, parce que eux, ils n'ont pas vraiment de gauche. Pour la gauche, c'est les libéraux sur leur échiquier, qui sont plutôt pro-européistes de manière générale, alors que l'ancienne partie russe, moins riche, beaucoup plus rurale, moins développée, a tendance à voter vraiment beaucoup plus à droite. Évidemment, tu as les grandes villes au milieu, dont Varsovie, qui est au milieu de l'ancienne partie russe, mais qui, en sa qualité de métropole, vote surtout à gauche, entre guillemets. C'est un clivage qu'on retrouve aussi un peu en Allemagne, puisque maintenant l'ancienne Allemagne de l'Est a tendance à voter à droite, ce qui est tout un oui, mais c'est pas c'est un clivage qui est aussi dû à des conditions économiques, certes, mais c'est moins marqué historiquement parce que la Pologne a quand même disparu des cartes pendant plus d'un siècle. Et il y a eu vraiment un retard qui s'est accumulé. Alors, il y a eu aussi des retards qui sont accumulés pendant la période communiste de la RDA, mais on n'est pas tout à fait sur la même chose, même si il y a sans doute des parallèles à faire là-dessus. Et à noter quand même que RDA, c'est ça, on parle bien de monde rural en Pologne, donc c'est pas exact, c'est pas le même monde. Mais à noter aussi que Rafał Trzaskowski, ce nom polonais à dormeur dehors, qui est le candidat soutenu par Donald Tusk, qui était le candidat soutenu par Donald Tusk, libéral donc, et l'actuel maire de Varsovie. C'est comme en Roumanie, où celui qui a gagné était maire de Bucarest. On a une connexion plus grande avec le monde extérieur, fatalement, en général. C'est comme si Hidalgo avait gagné les élections en France, ce qui est évidemment inconcevable, mais c'est une comparaison, c'est la seule comparaison qui passe. Alors Nawrocki, je ne sais pas, là où ils se retrouvent, là où ils sont sur la même ligne avec Donald Tusk, c'est sur évidemment la guerre en Ukraine, hein, et l'adhésion de l'Ukraine éventuellement aux institutions européennes et l'OTAN.
Mais pour lui, par contre, pour Navrojski, ce serait conditionné à l'amélioration des relations polono-ukrainiennes, notamment sur la question de la reconnaissance par l'État ukrainien des massacres de Volhynie, un massacre de plusieurs milliers de Polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça risque d'être compliqué. Oui, mais donc il y a un petit peu plus disons, de négociations sur l'Ukraine du côté conservateur, même si tous les deux que ce soit du côté conservateur ou pro-Europe, ont clairement un ennemi commun, c'est la Russie. Bien sûr, quand on est polonais de manière... à l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Quand on est polonais de manière générale, ne pas être au moins russo-sceptique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. C'est qu'on est un agent étranger. C'est pas normal. Et Navrojski, effectivement, est eurosceptique, eurocritique, mais il est très pro-otanien, il est à l'image de Georges Simeon, il est aussi un certain admirateur de Donald Trump, de ses méthodes et tout ça. Il est pro-otanien, mais il ne souhaite pas l'adhésion de l'Ukraine. Oui, mais pro-otanien ne veut pas forcément dire être en faveur d'un élargissement et tout ça. L'adhésion actuelle à l'OTAN de l'Ukraine, ça veut dire la guerre avec la Russie. C'est un peu normal de pas forcément être pour. C'est logique. Surtout que la Pologne serait en première ligne. Non, mais ce serait logique. Il y a l'article 5. La position de Tusk sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Comment ? Quelle est la position de Donald Tusk sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? J'en ai aucune idée. Tu vois ? Aucune idée. Il est probablement plus favorable, mais avec des méfiances tout de même. Bon. Est-ce qu'on passe aux élections au Portugal et à ce qui se passe aux Pays-Bas ? Alors, je te laisse parce que tu n'es plus renseigné. C'était charmant de ta part, merci Flavie. Donc, suite aux élections en Pologne, on a eu aussi des élections au Portugal. Alors, des élections qui quand même remontent un petit peu. Elles datent du 18 mai de cette année, donc elles sont quand même un peu anciennes, mais où les résultats ont mis du temps à se solidifier, on va dire, et où on a la confirmation d'un virage à droite du pays. Le Portugal a quand même été, et je crois qu'il est toujours, son président actuel, je crois qu'il est social-démocrate, alors que là, les vainqueurs de l'élection législative actuelle sont surtout la droite, standard, et la droite dure ou extrême droite. Donc attention, c'est le moment un peu confusion. Le parti majoritaire actuel, tout seul, sans coalition, c'est le parti social-démocrate portugais, dont l'idéologie, c'est du conservatisme libéral. Donc on n'est pas sur de la social-démocratie. On est sur de la droite, mais c'est des sociodémocrates dans le nom, mais on est sur la droite, qui eux possèdent sur un total de 230 sièges, ils en possèdent 80. Et derrière, on a, ils en possèdent 91. Pardon. Et derrière, on a le parti de la Chega, donc qui sont la droite dure, l'extrême droite, qui sont deuxième avec 60 sièges. Et juste derrière eux, avec 58 sièges, on a la véritable gauche portugaise, avec le Parti socialiste portugais, à 58. Sachant qu'en termes de voix, le Parti socialiste a fait 4000 voix de plus que la Chega, mais bon, c'est une question de circonscription et tout ça, donc la Chega a eu un peu plus de représentants. Et donc on a actuellement une assemblée de la République, c'est comme ça qu'elle est appelée, au Portugal, qui est surtout dominée par la droite, qui de fait est majoritaire. Mais à voir, j'ignore quel est l'état actuel du gouvernement, portugais, mais il semblerait que le gouvernement actuel, de ce que j'ai un peu pu voir, qui est dominé par le parti social-démocrate, qui n'est pas à gauche, et le parti gouvernemental en minorité. C'est-à-dire qu'ils sont tout seuls à gouverner et ils doivent manœuvrer, je pense, sur chaque projet de loi pour qu'elle passe.
Donc, ils n'ont pas formé d'alliance a priori avec la Shekhar. Donc voilà. Voilà pour le petit volet Portugal. Et le petit volet Pays-Bas. Que se passe-t-il aux Pays-Bas? Que se passe-t-il dans ce petit pays des petits Pays-Bas, sans vouloir être offensant, bien sûr. Eh bien, on a eu Geert Wilders, donc le patron de la droite dure, surtout, ouais, on va dire très libéral et très anti-musulman et anti-immigration, qui a annoncé qu'il quittait la coalition. Donc la coalition de droite qui dirige actuellement le pays, parce que les partenaires de coalition ont refusé de ratifier un projet de durcissement des conditions d'accueil des immigrés de manière légale et illégale, tout ça. Bref, ils ont refusé de de faire voter un projet de loi auquel Wilders tenait beaucoup, et que la coalition s'était engagée, plus ou moins, à amener à bien. Donc en gros, Wilders a essayé de les pousser au derrière pour qu'ils appliquent leur programme, et ils n'ont pas voulu. Peut-être que Wilders, après, a été un peu trop radical dans sa proposition. C'est Wilders aussi, ce serait pas étonnant. Mais du coup, avec ça, on va probablement avoir à nouveau des législatives. Donc cette fois-ci, ce sera probablement aux Pays-Bas, parce que le gouvernement actuel devrait tomber. Sans le soutien de Wilders, dont le parti est majoritaire, pas majorité absolue évidemment, mais le plus important, le gouvernement actuel ne devrait pas tenir. Donc ça dit pas beaucoup de bien des coalitions, ça. Les coalitions, ça ne... Ça dépend, la coalition, c'est le dialogue. Ça marche au Danemark, mais voilà. Le secret des coalitions, c'est le dialogue. S'il y a un refus de dialogue, s'il y a un blocage, et que celui-ci est trop crispant, et qu'on aboutit au départ de l'un des partenaires, fatalement, oui, ça marche pas. C'est normal. Il y a une réaction, je crois, de la part des Flamands belges, parce que forcément, là aussi, la Belgique est très, très divisée entre la Wallonie et la Flandre sur l'immigration. Effectivement, parce que le gouvernement flamand actuel, gouvernement flamand sous l'autorité du gouvernement belge, syndicat fédéral, je rappelle, avait effectivement développé de bonnes relations avec le gouvernement actuel. Et là, la chute probable du gouvernement devrait entraîner une certaine période d'incertitude. Je rappelle que en Flandre, le parti majoritaire est favorable à l'indépendance de la Flandre vis-à-vis de la Belgique. Et subséquemment d'un rapprochement avec les Pays-Bas, plus ou moins. Pas forcément une annexion, clairement. Mais c'est compliqué dans la région. Très, très compliqué. Et la Wallonie se rapprocherait de la France. Qui est favorable à ça? Les Français. Oui. Le Parti socialiste, probablement, ou plutôt la France insoumise qui gagnera des électeurs. Oui, certainement. On termine sur la grande soirée du PSG. Donc, c'était PSG-Arsenal. Oui, l'Arsenal de Milan. Ouais, avec une rediffusion au Parc des Princes, c'est-à-dire savoir que c'était même pas un match qui avait lieu de fait au Parc des Princes, ce n'était qu'une rediffusion. C'était un match qui avait lieu, je crois, à Munich, si ma mémoire est bonne. Ouais, je sais même pas. Oui, c'est possible. PSG Milan, mais qui a lieu à Munich. Oui, c'était la Ligue des Champions. Ouais. La Ligue des Champions, c'est un championnat de football européen entre clubs. Je sais bien, ça je sais quand même. Mais, alors pourquoi tu es surprise, Flavie? Non, mais que ça se passe à Munich, je sais pas, j'en sais rien. Oui, non, mais je suis sûr que ça s'est passé en Allemagne. À Munich, je suis plus trop sûr, mais c'est possible. Ok. Bon, alors, parce que nous, on voulait pas tellement commenter le match. 5-0, c'est quand même... 5-0, je croyais que c'était 4. Bon. Non, 5-0, c'est assez impressionnant. En faveur du Paris Saint-Germain. C'est la première fois qu'ils gagnent une Ligue des Champions. Moi, ce que j'adore, c'est les voir alimenter l'équipe française, et ils ont tous des t-shirts avec un énorme Qatar dessus. C'est Qatar Airways. Non, c'est Fly Emirates. Non, c'est le Qatar. Non, le PSG, c'est le Qatar.
Et Qatar Airways, Fly Emirates, c'est les Émirats. Le Qatar, c'est pas les Émirats. Il y a le Qatar et les Émirats. Pardon, je confonds les pétromonarchies qui possèdent des clubs sportifs en France et en Europe, excuse-moi. Ouais, mais là, le PSG, c'est le Qatar. Ok. Donc, des gros t-shirts Qatar, à l'Elysée, Qatar. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est le Qatar. Il faut toujours se rappeler que c'est quand même la France qui est derrière. Oui, enfin, c'est un club français. Il n'y a pas beaucoup, je crois, de joueurs français dans le PSG aujourd'hui, à part Kylian Mbappé et quelques-uns. Ouais, mais ça, c'est la différence entre les matchs nationaux et les matchs, c'est vrai, Bien sûr. Ce sont des clubs privés, clubs, c'est pas des moi, équipes. les clubs, là, j'avoue que ça me donne le tournis en termes de représentation. Mais bref. Avec des amis de mon fils, et ils ne voient pas du tout de quoi je parle, ils ne comprennent pas. Je leur parle chinois, donc je ne vais pas plus loin. Donc, ce qui s'est passé après le match, oui, voilà. On a eu de belles célébrations pour célébrer l'esprit de fraternité, de camaraderie, dans la joie, la bonne humeur et surtout un esprit chaleureux. Pas à Paris, du moins. Maison mère des sympathisants du PSG, s'il en est, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits en France. Il y aurait eu 642 interpellations à travers l'Hexagone. Alors, ça sort du chapeau, mais effectivement, Flavie, tu viens directement en conclusion, parce que, à la suite de la victoire du PSG, on a eu évidemment des célébrations qui ressemblaient plus à des émeutes, très clairement. Sur les Champs-Élysées, on a eu des commerces qui ont été vandalisés, des véhicules incendiés, des arrêts de bus massacrés, des affrontements avec la police, et on a évidemment eu des blessés, mais également des morts, ne serait-ce que sur Paris. Parce qu'on a eu aussi des réminiscences dans d'autres villes dites de province, où ça a été plus minable. 91 majeurs ont vu leur procédure classée, 23 contributions citoyennes. Alors, j'ai pas la comptabilité totale, mais il y a eu 4 comparutions immédiates dès le lendemain. C'est très peu. Donc le lundi 2 juin. Et on a beaucoup entendu parler d'un Aurélien qui a fait des bêtises. Alors, on a beaucoup entendu parler, ouais. Et alors, il y a par contre, je citais juste un exemple, c'est pas Aurélien, là, c'est Ahmed qui algérien, donc en situation irrégulière. Donc, Aurélien, je ne sais plus ce qu'il a fait en fait. Mais il y avait Aurélien, il a été accusé d'avoir tiré au mortier d'artifice sur des policiers. Il était venu avec 3 mortiers d'artifice et son casier judiciaire était vierge, à part pour conduite sans assurance. Il a accepté a priori de faire des travaux d'intérêt généraux. Mais Ahmed, donc algérien, donc je crois qu'ils étaient avec plusieurs, ils ont fracturé la porte d'un magasin de téléphone, pillé le magasin. Mais c'est vrai que le procureur a requis 8 ans de prison ferme. Bon. Et au bout, il y a 6 mois en sursis. Donc ça fait quand même un énorme décalage. 8 ans de prison ferme, ça me semblait beaucoup. 6 mois de sursis, c'est comme d'habitude, c'est que du sursis. Donc en fait, ils ressortent tous libres. Le procureur n'a pas visé assez haut. Il aurait dû demander perpétuité et peut-être qu'il aurait été condamné à 1 an de prison ferme. Peut-être. Non, mais de toute façon, toutes les petites peines ne se font pas. Bien sûr, à partir du moment où c'est du sursis. Donc en fait, ils ressortent libres. Donc ces messages, c'est 0, quoi. C'est recommencer. Le message, c'est bienvenue à la prochaine, quoi. Je rappelle. Il a eu 500 € d'amende alors qu'il a pillé un magasin. Je rappelle la signification de la prison avec sursis, c'est vous restez libre, mais si on vous réattrape pour quelque chose et que vous êtes jugé coupable, vous faites votre peine en prison. Bien sûr, dans des prisons qui sont surpeuplées à 130%, et où on n'y envoie presque plus personne, à part bien sûr les terroristes et des narcotrafiquants. Et donc les petites peines ne sont plus effectuées. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que tout ce qui est petites peines, finalement, ils repartent avec un vague bracelet électronique. Bon, tout ça pour dire que c'est pas la même ambiance qu'en 98. C'est la dernière fois, moi, que j'ai assisté à un match et que j'ai fait la fête après. Et 2, il y a aussi, en termes de répression, c'est pas du tout la même ambiance que pour les Gilets jaunes.
Effectivement, on a eu en fait un déploiement, on a eu le déploiement de 5 400, je crois, policiers, sur Paris pour gérer ça. On a eu au préalable des commerces qui s'étaient barricadés et tout ça, qui avait été un petit peu moqués, mais qui avaient, dans les faits, été assez clairvoyants. Bon, il n'y avait pas forcément besoin, d'être devin pour deviner que ça finirait mal, parce que, on parle du PSG, hein. Enfin, c'est pas tant le PSG le problème que ses partisans. Et des populations, qui sont prêts à prendre prétexte d'à peu près tout et n'importe quoi pour tout péter, et voler des choses. Simplement. Je vais te faire un petit récapitulatif du bilan qu'il y a eu au total pour la soirée. Donc on a eu, sur un bilan provisoire de 2 morts, on a eu un 3e mort le lendemain. C'est génial. Ils sont morts comment? Il y a une histoire de voiture qui a foncé dans la Alors foule. il y a eu ça, c'était à Grenoble, je crois, et on a eu des gens qui ont été renversés par des voitures et d'autres. J'ai pas trop vu de circonstances par rapport aux morts. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on a des morts quand même après un match? Ça me surprendrait. Mais c'est la première fois du moins qu'on en entend parler assez sérieusement, on va dire. Et donc on est sur, pour l'instant, 3 morts, 22 policiers qui ont été blessés, dont un dans le coma, 7 pompiers qui ont été dépêchés évidemment pour éteindre les près de 700 incendies qui ont été déclenchés. Donc 7 pompiers qui ont été blessés. On a eu 264 véhicules qui ont été incendiés. Une petite pensée aux personnes qui avaient laissé leur voiture dehors. C'était pas très prudent. On a eu aussi près de 560 arrestations, 300 gardes à vue. On a eu aussi à peu près 200 blessés parmi les émeutiers, hein, on va dire ça comme ça. Hein. On est sur de l'émeute. À partir du moment où tu as de l'incendie, de l'affrontement avec de la police, on n'est même pas sur une manifestation. Parce qu'à la base, c'était une célébration, ça se voulait être une célébration, et ça a fini par devenir sur la fin une manifestation pour la Palestine, parce qu'il y a eu des drapeaux palestiniens qui ont été sortis, ça s'est reconverti, du moins pour une partie. Et du coup, on est à l'heure actuelle sur des dégâts. Alors, on n'est pas sur les dégâts des émeutes de Naël, hein, où on était sur, je crois, 1 milliard de dégâts, un truc comme ça. Là, on est sur 70 millions d'euros de dégâts. C'est pas trop mal déjà. Hein. On a eu des abribus détruits, des véhicules détruits, des pompiers attaqués, des ambulanciers attaqués. Hein. Oui, quel genre de quel genre de vaurien il faut être pour s'attaquer à des ambulanciers et aussi à des pompiers. C'est pas pour autant que s'attaquer à des policiers c'est plus acceptable, mais ça peut être plus compréhensible. Bref, on a eu droit, surtout que ça s'est étendu sur à peu près 2 jours. Hein. Mais comme pour les émeutes de Naël, enfin tu parles du milliard, il n'y a aucun moyen de dégâts. De les faire rembourser, parce qu'on identifie les casseurs. Les casseurs qui sont identifiés et tout ça, après, est-ce qu'ils sont solvables? Si eux ne le sont pas, ils sont mineurs, les parents sont solvables, enfin on peut au moins essayer. Mais les parents ne sont peut-être pas solvables derrière. En fait, c'est tout le problème. Ça rejoint les problèmes qu'on a eu, dont on avait pu parler avec la RATP, la SNCF et tout ça, qui n'allaient contrôler que les gens qui avaient l'air solvables. Donc c'est littéralement du contrôle faciès. Hein. Si tu as une tronche de mec qui a l'air d'avoir de l'argent, alors c'est pas forcément lié à la couleur de peau, mais on va supposer quand même que ça l'est un petit peu, ou au moins à l'habillage. On va te chercher parce que tu as une tronche de solvable. Mais si les gens sont pas solvables, vivent de RSA ou d'aide, bien sûr pourrait être coupé les aides. Sauf que derrière, mais comment est-ce qu'on va vivre? Mais comment blablabla. Et droit de l'homme, paf, t'as perdu. Donc droit de l'homme, c'est droit de casser en fait. Non, mais parce qu'il faudrait être un peu plus clair. Puisque du moment où il n'y a pas de conséquences, je fais du raccourci, mais tu comprends bien ce que je veux dire. Et effectivement, ça se entend un peu ça. Bien sûr, mais... Ouais, bon, très bien, voilà.
Et ça recommencera, hein, donc c'est juste un petit bilan parce qu'ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Enfin, on est quand même... Alors, effectivement, les sanctions, pour l'instant, Emmanuel Macron a parlé d'actes inacceptables et que ce serait traité de manière implacable. Bah oui, on le constate. C'est implacable. Si ça avait été géré, comme tu l'avais laissé sous-entendre, à la gilet jaune, j'aurais pas douté que ça aurait été géré de manière implacable. Là, ça a été très implacable. On a eu des mains coupées, des éborgnés. Et voilà, là, l'implacabilité, on sait qu'ils en sont capables. Donc, mais en général, et là, ils n'en ont pas parlé. Les gilets jaunes, ils n'ont jamais été implacables. Ils l'ont fait. En général, quand Macron dit quelque chose, c'est parce qu'il ne le fait pas. Oui, mais c'est qu'il y a aussi une différence dans la nature de l'événement. Là, c'est vraiment une émeute plus ou moins spontanée, même si ça avait quand même l'air un peu préparé pour les rassemblements, hein, du moins. Je dis pas que les violences étaient planifiées et tout ça, mais on n'est pas sur de la contestation sociale. Et c'est clairement pas les militants pro-Palestine qui sont considérés par le gouvernement comme étant dangereux. Les gilets jaunes étaient considérés comme potentiellement dangereux. Ça, qui justifie le déploiement de véhicules blindés, alors que contre des éléments perturbateurs de la République, on va dire ça comme ça pour rester poli, et ben on déploie des camions avec des canons à eau et ça fera bien l'affaire pour les calmer. Mais les émeutiers, en effet, ne sont pas du tout des éléments perturbateurs socialement, au contraire. Donc c'est pour ça qu'ils sont finalement assez choyés. On les laisse casser un peu, ils rentrent à la maison et les RSA font le reste. Donc ils ne posent aucun problème au gouvernement en réalité. Ce qui n'était pas le cas des Gilets jaunes. Donc c'est en fonction des problèmes qu'on pose réellement au gouvernement, en fonction de ses priorités et de son agenda, que l'on est plus ou moins réprimé. Donc le message est assez clair. Moi, je voulais terminer aussi dans un peu cette même veine par ce chauffeur de bus. Alors, j'ai vu ça juste avant de commencer l'émission, donc j'ai lu l'article très très rapidement, mais c'est un chauffeur de bus près de Bordeaux qui a été convoqué par cette direction et qui est menacé de sanctions parce qu'il a réagi à une injure, puisque je pense en face d'un usager qui refusait de payer et qui l'a insulté, fils de pute, voilà, le truc classique. Il s'est levé pour lui demander de sortir du bus, en gros, et il s'est fait rouer de coups. Au bout, fils de pute va te faire enculer, voilà, c'était l'insulte auquel il n'aurait pas dû réagir. C'est quand même, on voit bien que ces gens-là ne conduisent jamais de bus dans ces conditions-là. Les gens qui émettent ce genre de règles. Et donc, il s'est fait tabasser pour lui avoir demandé de sortir du bus. Et résultat de tout cela, il est menacé de sanctions et même de entretien préalable avant sanction. Alors, je ne sais pas s'il y aura éventuellement licenciement, peut-être pas. Excusez-moi, hein, parce que j'ai lu l'article très rapidement. Et là, pour moi, on passe une sorte de cliquet, en fait, puisque là, sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Ouais. C'est-à-dire que là, un chauffeur de bus, moi je pense au chauffeur de bus de Bayonne, hein, qui s'est fait rouer de coups jusqu'à la mort il y a, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans, et pour avoir voulu aussi s'interposer devant des déchaînements de violence, je crois, dans son bus. Et visiblement, il n'y a aucune leçon qui est tirée de cet événement qui a été quand même traumatique, hein, pour la population. Enfin, on en a beaucoup entendu parler parce que c'est d'une violence absolument incroyable. Et là, maintenant, la victime est menacée de sanctions et la personne qui a roué de coups, là, on parle absolument, en tout cas, l'article n'évoque absolument pas quoi que ce soit comme sanction. De toute façon, je crois qu'il doit être sans papier, je ne sais pas très bien. Bon, enfin bref, c'est même pas le sujet. Mais là, je sais pas, j'avoue que je viens de lire l'article, donc je suis un peu je trouve qu'on a passé un cap qui est d'incriminer la victime. On n'a pas osé encore avant. C'est probablement une comparaison qui est exagérée et déplacée, mais je ne peux pas empêcher
de penser à cette remarque que on peut sortir des fois, par exemple, une victime de viol ou de harcèlement sexuel, ce genre de choses, mais bon, t'as vu comment tu t'habilles, Ouais. tu vois, dans l'idée. C'est évidemment pas du tout la même chose, mais on parle quand même de quelqu'un qui se fait tabasser et qui aurait peut-être pu y passer, hein, parce qu'on sait jamais. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui se trimballent avec des armes blanches. Alors pas forcément de la grosse machette, hein, mais du couteau. Pas forcément d'ailleurs dans un but agressif, hein, mais des fois pour se défendre parce que des gens ont peur. Mais il y a beaucoup de gens qui se baladent avec de quoi tuer des gens pour leur défense ou pas pour leur défense. Oui, ça, oui. Mais je précise qu'il a reçu cette lettre en rentrant de l'hôpital, parce qu'il a subi quand même une double opération. Et ça devait être sympathique le retour à la maison. C'est pas mal, hein. Ce n'est pas la mission d'un conducteur de bus d'éduquer les gens, rétorque la RATP. Donc je ne sais pas qui exactement au niveau de la RATP, mais voilà. Il ne s'agit pas d'éduquer les gens, en fait. Il s'agit de refuser de se faire insulter. Donc, déjà, je trouve ça une perversité absolument totale comme réponse. Rétrospectivement, tout de même, c'est facile, mais il aurait pu justement le conducteur aurait pu ne pas réagir. Il aurait pu ne pas réagir. C'est quand même compliqué, hein, quand on se fait insulter avec violence, en plus, en général. Une insulte, c'est forcément, enfin, on va dire c'est forcément violent, mais en fonction du profil de la personne qui insulte, si celle-ci en plus a l'air violente physiquement et qu'elle n'initie pas de la violence physique, c'est facile à dire, hein, comme ça, mais la sécurité préconiserait justement de ne pas aller vers de la provocation de violence. Pas dans le sens où... Il n'a pas provoqué, il a demandé de sortir. Moi, je pense qu'il a le droit de lui demander de sortir. Bien sûr, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, ce genre de réponse, déjà, c'est une réponse. C'est une réponse et il y a des gens qui sont, très fragiles dans leur ego et qui ne peuvent pas supporter qu'on leur dise non. D'autant plus quand la personne en question vient d'insulter la génitrice de quelqu'un d'autre, et que cette personne ait le toupet de répondre, c'est insupportable. Et du coup, ça peut être un ascenseur, un escalier vers la violence. Je pense que c'est pas... Le fonctionnaire de la RATP dit: il est important d'entendre les explications du chauffeur, mais de s'assurer qu'il ne reproduise pas ce type de comportement. Donc c'est à lui de ne pas reproduire ce comportement. Ce n'est pas aux usagers de se comporter correctement. C'est une inversion totale mais parce que ça va Alors, pour le coup, je pense que ça va de soi, hein, que les usagers n'ont pas à reproduire ce genre de comportement, mais c'est quelque chose qui est illégal. Voilà, donc ça va de soi. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de cet usager, on n'en parle pas. Oui, on ne sait pas. Il a vraisemblablement reçu une petite tape sur l'épaule et il est rentré à son centre d'accueil ou je ne sais pas quoi, ou à son hôtel. Ce serait probablement quelque chose du genre. Mais en tout cas, la conclusion, c'est de dire qu'en fait, un chauffeur de bus doit accepter de se faire insulter, que l'usager ne paye pas. Ceci dit, c'est plus au chauffeur de bus de vérifier qu'on paye son billet ou pas. Donc ça, c'est aussi un peu particulier. C'est une nouvelle règle. Enfin, je ne sais pas, ça fait combien de temps, mais j'ai remarqué que c'était le cas. Donc, bon. Mais en tout cas, s'il se fait insulter, ce qui arrive régulièrement, avec violence en général, parce qu'il y a en général aussi une gestuelle, donc ça veut dire qu'il ne doit jamais réagir. Je ne suis pas aussi pessimiste que toi là-dessus, Flavie. On va dire que c'est mon côté non violent qui parle. Mais moi, je vois plutôt, alors à la fois quelque chose pour éviter des vagues, mais aussi un conseil de préservation pour les conducteurs. Évitez de reproduire ça parce que vous avez bien vu où ça peut mener. Si vous vous montrez potentiellement contrariant, alors c'est inacceptable, hein, ça n'a aucune raison d'exister. Dans ces cas-là, le message je vois ce que tu veux dire, mais dans ces cas-là, c'est pas à travers une sanction qu'on passe un type de message comme ça. Mais bien sûr, mais il n'a pas encore reçu de sanction. Il n'a pas encore reçu de sanction. Et là, il est question du message qu'il a reçu. Et le message qu'il a reçu, c'est que
il faudrait veiller à ce que ce genre de comportement ne se reproduise pas. Je suis d'accord avec ça, dans l'idée que se faire insulter n'est jamais agréable, pour personne. Mais quitte à choisir, je préfère me faire insulter plutôt que de me faire tabasser et risquer de mourir. Alors je précise aussi, parce qu'on va terminer, parce qu'on ne peut pas y passer trop longtemps, mais il avait craqué ce jour-là après l'incivilité de trop. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une fois, on se fait insulter une fois comme ça, et en effet, on essaye de ne pas réagir. Mais quand on se fait insulter à longueur de journée. Mais bien sûr, mais c'est le Donc quotidien. c'est quand même pas... voilà, et s'il faut trouver des solutions, ce n'est pas... Bon, mais c'est le quotidien d'énormément de conducteurs de transports en commun, malheureusement. Il y a énormément d'incivilités qui sont des attaques verbales ou personnelles. C'est pas pour rien que dans certains transports, les conducteurs sont derrière des vitres. C'est ce que j'allais dire. En fait, il faudrait qu'ils soient dans une cabine vitrée, double vitrage et totalement étanche même au son, quoi. Dans ces cas-là, au moins les protéger de... Non, mais protéger leur dignité, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est important aussi dans cette affaire, c'est quand on dit il ne faut pas réagir. Mais il y a un moment, il s'agit de protéger la dignité des personnes. Et on ne peut pas accepter qu'une personne se fasse insulter toute la journée. Bon, voilà. Bon, je pense qu'il est 22h20. On va se faire engueuler parce qu'on a déjà dépassé. Et c'est un sujet dont on pourra reparler. Là, on réagit un petit peu à chaud et on n'a pas toutes les informations. Mais je tenais à en parler parce que pour moi, on a quand même passé un cap qui ne va pas du tout dans le bon sens, même si je comprends tes arguments. Donc, j'ai envie de dire bonsoir à tous nos auditeurs. Il est 10h20. Nous, on n'a pas dîné. Je sais pas toi. Bonsoir à tous sur ce. Et bonsoir à toi, Flavie. Bonsoir, Noah. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dans la société des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.